Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal rétrospectif. Nous reviendrons sur la fin samedi du séminaire sur le coulage de recettes initiées par le gouvernement congolais. L'État veut maximiser les recettes et cela passe par la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. À l'Assemblée nationale, les débats ont débuté sur la nouvelle configuration du bureau de la CENI. Qui doit occuper quel poste? Que doit être le profil des postulants? Autant de questions qui se posent. Et puis l'ONG des droits de l'homme, La Voix des sans-voix, appuie la démarche des syndicalistes des lignes aériennes congolaises qui contestent la décision du ministre des Transports de liquider cette entreprise publique. Les syndicalistes plaident pour la relance des lignes aériennes congolaises. Merci à toutes et à tous de nous rejoindre. Je vous le disais, fin samedi à Kinshasa, des assises nationales sur le coulage de recettes publiques. Objectif, décourager la fraude. Présent à ces assises, le vice-premier ministre et ministre du budget recommande à tous les contribuables de prendre conscience de ces recommandations. Jemima Mogo, Baby Malobo. Déterminé à mener à bon port son plan quinquennal, le gouvernement congolais, par le canal du ministère du Budget, a décidé d'organiser les assises nationales de 3 jours sur le coulage des finances publiques. Au cours de ces 3 journées, les participants ont posé la problématique du renforcement des recettes publiques. À cette occasion, le ministre délégué aux Finances a proposé une politique de gestion pour rompre avec les antivaleurs. La nécessité de mettre en place un dispositif légal et opérationnel des sanctions appropriées en vue de renforcer l'éthique et le civisme fiscaux et de décourager la fraude dans l'exercice de mobilisation des recettes publiques. Troisièmement, la nécessité de créer un réseau informatisé du système douanier national avec le besoin d'acquérir un dispositif e-douane facilitant le contrôle de l'information sur la TVA par la Direction générale des impôts. Quant au vice-premier ministre et ministre du Budget, Daniel Mukoko Samba a formulé quelques recommandations pour l'amélioration des recettes publiques. Le diagnostic aux administrations en ce qui concerne l'amélioration de la collecte des recettes publiques. Mais elles ont surtout révélé l'exigence des administrations en ce qui concerne l'amélioration de la collecte des recettes publiques. Mais elles ont surtout révélé l'existence. Et personne ne comprendrait que des conséquences ne soient tirées immédiatement pour que les erreurs d'hier ne se reproduisent plus. Au sortir de ces assises, les participants ont adopté ces recommandations et ont promis de les appliquer à la lettre pour améliorer les recettes publiques en RDC. Troïka spéciale à l'hôtel du gouvernement autour du Premier ministre. Le gouvernement va procéder à la validation de la nouvelle matrice dans le but d'harmoniser avec le FMI. Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre, ministre du budget, fait le point sur cette rencontre. Vous rappellerez que lundi dernier, nous avions annoncé que non seulement le dossier Comidé était derrière nous en ce qui concerne nos relations avec le Fonds monétaire international, mais que la Banque mondiale était aussi sur le point de passer en son conseil d'administration la nouvelle stratégie d'assistance pays, donc le nouveau cadre qui va régir les transactions financières entre la Banque mondiale et la République démocratique du Congo. Mais il était convenu que nous, au niveau du gouvernement, nous validions cette nouvelle matrice de gouvernance économique qui renferme un certain nombre de mesures existantes, mais il y a aussi quelques nouvelles mesures dans le domaine de la gouvernance, dans les secteurs forestiers, dans les secteurs miniers, dans les secteurs des hydrocarbures, dans les finances publiques. Voilà ce qui a expliqué cette réunion extraordinaire ce vendredi. La 7e réunion ordinaire des ministres de la Commission du Golfe de Guinée s'est tenue du 2 au 3 mai 2013 à Luanda, en Angola. Il a été question de la sûreté maritime dans le Golfe de Guinée. La République démocratique du Congo a été représentée par le vice-ministre de la coopération internationale. Reportage.
Les ministres et représentants des États membres du Golfe de Guinée, CGG, se sont réunis du 2 au 3 mai à l'hôtel Le Centre de Convention de Talatona à Luanda, en République d'Angola, pour la 7e session ordinaire de la Commission du Golfe de Guinée. La délégation de la RDC a pris une part active à cette réunion avec à la tête le vice-ministre à la coopération internationale et régionale, Dismas Mambengu. Le Congo est venu donner sa contribution pour une stratégie régionale et interrégionale pour combattre la criminalité dans le golfe de Guinée relativement à la navigation maritime et aussi pour sécuriser cet espace maritime où ce genre d'actes et de crimes deviennent monnaie courante. Au cours de la 7e session, le ministre des Relations extérieures de l'Angola a été délégué par son collègue de la Défense, Candido Pereira dos Santos Vandunem, qui a assuré la présidence du Conseil des ministres, a pour l'occasion présenté le logo et le drapeau du CGG, dont le siège sera fin prêt dans une année. L'accord de siège a été transmis à l'Assemblée nationale angolaise. Ces documents sera ratifié avant le prochain sommet de chefs d'État et de gouvernement de la Commission du Golfe de Guinée prévu à Yaoundé, au Cameroun. Le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi, a procédé vendredi à l'ouverture officielle des plis de dossiers introduits par différentes entreprises qui ont souscrit à l'appel d'offres du gouvernement pour l'acquisition des matériels roulants et informatiques. Par ce geste de transparence, le ministre du Plan pose les jalons du processus de recensement général en RDC. Oscar Bakandoa. On en sait un peu plus sur les noms des différentes sociétés qui ont répondu à l'appel d'offres du gouvernement relatif à l'acquisition des matériels roulants et informatiques devant rendre opérationnel le processus de recensement général de la population. Il s'agit notamment de Tract Africa. Le ministre du Plan et suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité a promis un traitement équitable et transparent de ces candidatures. Le recensement général de la population de l'État. C'est un projet très important que nous avons lancé depuis quelques temps, qui va s'étendre sur 3 ans, 2013, 2014 et 2015, et qui a besoin d'importants moyens pour son bon aboutissement. Là, nous venons de lancer la commande de plusieurs véhicules, environ 81 véhicules qui vont être fournis incessamment par les différents ou par l'un des soumissionnaires. Parmi les 3 qui ont déposé leurs offres, là nous venons de procéder à l'ouverture des prix. Nous avons tenu à ce que cela se fasse dans la plus grande transparence. Chacune de ces entreprises a présenté un dossier détaillé et chiffré au regard de l'offre du gouvernement qui est répartie en 4 lots. Les différents prix ont été avancés par ces entreprises. La plus offrante devra fournir au bureau central de recensement un lot de matériel roulant. A noter que cet appel d'offres intervient dans le cadre d'une commande importante pour le recensement général de la population qui s'étendra sur 3 ans, dont la première étape consistera en la cartographie, la deuxième au recensement pilote, la troisième au démembrement exhaustif et la quatrième au traitement des données. À l'Assemblée nationale, la procédure de désignation des personnes qui composent le nouveau bureau de la CENI a débuté samedi. Tous les présidents des groupes parlementaires ont émis un point de vue sur la procédure de désignation et sur la qualité des membres. Déjà, l'UDPS, 2 points se dégagent entre l'UDPS FAC et l'UDPS et alliés. Les détails avec Serge Goueté, Nadine Laing. La démarche est tout à fait normale étant donné son pouvoir sous cette institution d'appui à la démocratie. Ce débat engagé sur la procédure de désignation des membres du futur bureau de la Commission électorale nationale indépendante a pour objectif d'éviter toute confusion et l'ingérence dont le chef des différentes composantes devront déléguer leurs membres au bureau. Tous les groupes parlementaires sont mis à contribution pour y parvenir. Je crois que le président a bien voulu que nous puissions débattre, qu'on trouve des pistes de solutions par rapport au mode de désignation, comment cela va se faire dans nos groupes politiques.
parce que cela doit se faire au sein de l'Assemblée nationale. Et nous devons nous mettre d'accord sur les fondamentaux. C'est pourquoi nous sommes en train de discuter. Chacun de nous donne son point de vue. Et au niveau de l'opposition, nous avons aussi pensé qu'il fallait faire attention sur l'immixtion de la majorité dans nos affaires de l'opposition. Mais déjà, une confusion règne du côté de l'UDPS et alliés, comme groupe parlementaire, et UDPS Force acquise au changement. Un certain nombre de membres du groupe UDPS FAC, c'est le groupe qui a été constitué régulièrement au début de cette législature. Certains membres se sont soustraits et ils ont fait signer un papier à d'autres pour dire que les groupes changeaient de nom. Et ça, c'est contraire au règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il y a des esprits faibles qui sont venus à l'Assemblée nationale croyant que c'est un moyen de s'enrichir. Et les gens viennent faire de l'argent ici. Donc, ils ont peur de ceux qui leur disent la vérité. Pour Jean-Claude Mvouemba de l'UDPS et alliés, la voix de la majorité devra primer dans la désignation du délégué au bureau de la CENI. Il n'y a pas confusion. Il n'y a pas confusion. Nous devons dire la vérité. La majorité a toujours été majorité dans n'importe quel sens de scrutin, d'entente même familiale. Il y a 37 députés nationaux UDPS et alliés qui ont signé la dénomination de l'UDPS allié pour mettre fin à l'UDPS FAC. Tout simplement pourquoi? Parce que la population ne se retrouve plus. Il y a deux FAC. FAC Martin Fayilou et FAC Lissanga Bonganga. Les difficultés de dégager les consensus sur les 4 membres à installer dans la CENI restent prémonitoires à l'opposition politique congolaise. Elle qui a toujours fait montre de l'incapacité à faire bloc devant les enjeux de taille. Ils étaient les premiers à réclamer la dissolution de la Commission électorale nationale indépendante, cela au lendemain des élections de triste mémoire de 2011 et surtout exiger la réforme de cette institution d'appui à la démocratie. Les acteurs de la société civile souhaitent voir les hommes honnêtes et intègres placés à la tête de la CENI pour redorer le blason du processus électoral. On écoute Jonas Tchombela de la Nouvelle Société Civile Congolaise et Jérôme Bonso de la ligne élite sur des propos recueillis par Mariam Boya. Falonamissi, Jean Lemonsi. C'est un déclic qui va relancer la machine électorale qui était enveilleuse, qui était séchée, qui était bloquée. Mais cette loi, c'est le résultat de l'analyse du processus électoral, surtout de résultats des scrutins du 28 novembre 2011. Au regard des thématiques, on a retenu 3 thématiques. La première thématique, c'est la thématique confession religieuse. Les confessions religieuses vont se réunir et désigner un seul membre. La deuxième thématique, c'est la thématique des organisations féminines qui travaillent sur la défense des droits des femmes. Cette thématique va se réunir, désigner un délégué. La troisième technique qui est la nôtre, c'est la troisième thématique, c'est éducation civique et électorale, qui est la nôtre. Nous avons pris acte de cette loi. Maintenant, il faudra nous organiser pour nous impliquer dans la suite des choses. La loi à elle seule ne peut pas faire décoller le processus, mais c'est un maillon dans le processus parce qu'il y a plusieurs défis qu'il faut relever pour améliorer cette relance du processus électoral. Et surtout, les animateurs de la nouvelle CENI doivent être recrutés parmi les personnalités qui peuvent donner confiance au processus pour que la population puisse revenir sur la question. Donc si on y va avec complaisance, la population est déjà déçue des élections passées, il ne faut pas qu'on puisse la décevoir davantage. Donc on a besoin de personnalités qui peuvent inspirer confiance et donner confiance à la population pour que nous puissions relancer le processus. Sinon, les taux de participation prochains dépendent des animateurs qu'on pourra désigner dans les jours à venir. Une nouvelle CENI pour laver la honte des bavures de l'équipe actuelle aux commandes de cette institution électorale. On se souvient que lors de sa prestation de serment, le bureau sortant de la Commission électorale nationale indépendante avait promis d'organiser des élections libres, transparentes et démocratiques. Retour sur cet événement dans ce récit d'Éric Makoulou.
Ambiance des fêtes en ces jours du 26 février 2011 dans la salle d'audience de la Cour suprême de justice. Toutes les personnalités du pays, parmi lesquelles l'ancien Premier ministre, l'ancien ministre de la Justice, les sénateurs, les chefs spirituels des églises, les fidèles, les membres des familles et beaucoup d'autres personnes avaient répondu présents à cette cérémonie de prestation de serment de membres du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le moment était solennel, les tons étaient graves. Daniel Ngoï Mulunda, président, et ses collègues du bureau avaient pris l'engagement devant témoins. Moi, pasteur Mulunda Nyanga Ngoï Daniel, président de la Commission électorale nationale indépendante, je prends l'engagement solennel de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance, à la neutralité, à la transparence et à l'impartialité de la Commission électorale nationale indépendante, de garder le secret des délibérations et du vote, même après la cessation de mes fonctions, de ne briguer aucun mandat électif aux échéances en cours, même si je ne fais plus partie de la Commission électorale nationale indépendante. Ambiance des fêtes dans la salle, réjouissance sur les parvis de la Cour suprême de justice. Une fois de plus, devant témoins, Daniel Ngoï Mulunda avait promis. Nous allons nous mettre immédiatement au travail pour que nous puissions répondre aux attentes du peuple congolais, d'avoir des élections justes, crédibles et qui respectent le délai constitutionnel. 2 ans après, est-ce que la promesse a été scrupuleusement tenue? Chacun y va de son commentaire. Le ministre des Infrastructures, Aménagement du Territoire, Travaux publics, Reconstruction était face aux sénateurs samedi. Fridolin Kassuchi repliquait aux préoccupations des sénateurs soulevées lors de la question orale avec débat lui adressée par le sénateur Bongongo sur la gestion du FONER. Le ministre a axé son intervention sur les questions relatives à la gestion du FONER, à la voirie et à autant d'autres questions. Serge Koueté, Rossil, Martin Mouyamba. Il a répondu aux préoccupations des sénateurs. Le ministre de l'Aménagement du Territoire, Urbanisme, Habitat, Infrastructure, Travaux publics et Reconstruction n'a esquivé aucune question sur toutes celles qui lui a été adressée par les élus des élus. Quant à la gestion du FONER, notamment en ce qui concerne les routes nationales, la concession Kinshasa-Matadi, mais aussi les questions ayant trait à la voirie urbaine à travers le pays, Fridolin Kassuchi Musoka a donné des détails sur le fonctionnement de cet établissement public. Il y a lieu de noter que le FONER et les agences routières travaillent en synergie. Ce qu'il faut noter d'entrée de jeu est que le FONER, comme établissement public à caractère administratif et financier, agit comme une banque d'investissement, c'est-à-dire collecte des fonds et finance des projets préalablement sélectionnés par des agences routières. Le FONER joue le rôle des bailleurs des fonds, il s'occupe de la collecte des fonds, qui met à la disposition de l'Office des routes, de l'Office des voiries et drainage et de la direction des voies de recettes agricoles qui sont les bénéficiaires en vertu de l'article 32 du décret numéro 08/27 du 24 décembre 2008 portant création et statut du FONER. Par ailleurs, le ministre est largement revenu sur les travaux d'entretien des routes et lutte anti-érosive en cours en Bazangungu. À ce jour, une voie de déviation a été aménagée afin d'assurer la circulation et de libérer la route en vue de permettre la bonne exécution des travaux de construction de 9 mirets de soutènement qui sont pratiquement finis. L'auteur de la question a clôturé son initiative par une série de recommandations adressées au gouvernement. Toutefois, Fridolin Kassuchi a rassuré que son ministère reste ouvert à toutes les suggestions et contributions des élus allant dans le sens de doter le pays des infrastructures routières de qualité. C'est au tour du directeur général des grands travaux d'effectuer une visite d'inspection à Banzangungu sur la Nationale 1, une visite qui intervient après celle du ministre de tutelle. Objectif, se rendre compte du niveau d'exécution des travaux de réhabilitation confiés à l'entreprise chinoise Crexet. Les détails avec Jémy Mamougo et Blanchard Kandolo.
Cette visite d'inspection aura permis à la Direction générale de la CGT de se rendre compte de l'effectivité et de l'évolution de travaux de modernisation réalisés par l'entreprise chinoise Krexet à Mbanza-Ngungu. Après le passage du ministre de tutelle, Mbanza-Ngungu, ville située à 150 km de Kinshasa, connaît des grands travaux d'Hercule qui portent essentiellement sur la lutte anti-érosive et la voirie urbaine. Pour rappel, le gouvernement, à travers la CGT, avait pris l'option d'ériger le 9e mur de soutenance qui est déjà visible pour la protection de la nationale numéro 1. Les caniveaux sont remis à l'État. La déviation sur l'avenue Tabora est réhabilitée par l'Office des routes. Quant à la spoliation de certains espaces maintes fois dénoncés par les habitants de ce secteur, la situation demeure, déplore cet homme. J'encourage cette initiative, surtout du fait que cette modernisation va stopper ces érosions. Mon seul regret est que toutes les maisons construites anarchiquement sur les grandes artères seront détruites. Le commissaire adjoint du district s'est dit satisfait de cette visite qui semble redonner le moral à la population après la catastrophe de Mbanza-Ngungu. Vraiment, je suis très satisfait parce que l'endroit là, il y avait un bourbier impossible. Mais je vois le travail que l'Office des routes a fait. C'est très attendu. Toute la population est très contente. Le directeur général de la CGT promet la poursuite des travaux jusqu'à la phase finale. Donc nous venons aujourd'hui déboucler la première phase des murets qui devaient soutenir la chaussée et qui devaient permettre d'assainir normalement les eaux. Aujourd'hui, nous venons de clôturer les travaux sur les derniers murets, donc les 9e murets, pour le soutènement ici. Et les travaux vont continuer. Cette descente d'évaluation des travaux confiés à l'entreprise chinoise Krexet s'est terminée par une note de satisfaction. La situation avance plutôt de manière positive. On va parler de cet accident survenu vendredi au niveau du boulevard Sendoué en pleine pluie torrentielle. Un autobus de marque Mercedes 207 a terminé sa course sous le pont Kalamou près de la clôture du stade Tata Raphaël. Le bilan est lourd, on parle de 24 morts selon la police. Mara Mafala et Grace Mula nous relatent les faits. Ils étaient encore nombreux ce samedi sur les lieux de l'accident pour en avoir une idée précise sur la cause de la mort de ces paisibles citoyens. Même si, sur les lieux du drame, aucun signe de la tragédie n'est visible, mais des témoins oculaires relatent la scène. Comme cet homme, lui confirme avoir tout vécu, il dit être parmi l'équipe de sauvetage. Selon ses explications, le véhicule Mercedes 207 qui revenait du Grand Marché est tombé dans la rivière Kalamou avec tous ses passagers à bord. L'accident est survenu vers 17 h sous la pluie torrentielle de vendredi. Selon le même témoin, l'accident est dû à un excès de vitesse et au non-respect du code de la route par le conducteur. Une vingtaine de personnes ont péri dans cet accident. Tous les curieux demandent à ce qu'on place de garde-fous de part et d'autre de ce pont et aussi et surtout des séparateurs comme c'est le cas ailleurs. Qu'on mette des garde-fous seulement de part et d'autre. De part et d'autre, qu'on mette seulement des garde-fous. Le 30 juin prochain, le boulevard Lumumba sera totalement praticable de part en part. Le gouvernement a accordé des allocations spéciales pour que les travaux de réhabilitation s'achèvent dans le délai. Des fonds aussi pour accélérer le programme de réunification du pays par route. Tous les acteurs en charge du secteur étaient autour du Premier ministre pour justement en parler. Doudou Ndombe. À travers cette réunion avec les acteurs du secteur des infrastructures routières et les membres du gouvernement, Matata Ponyo a voulu obtenir des garanties de leur part pour l'évolution du programme de la réunification du pays par voie routière. Il est question de 6000 km des routes en terre. D'autres prestataires sont recrutés en vue de donner un coup de pouce à l'Office des routes pour que les travaux finissent dans le délai. Pour ce qui est du boulevard Lumumba, des allocations spéciales ont été accordées pour sa finalisation. L'objectif étant qu'au 30 juin, le nouveau pont Djili ainsi que d'autres points chauds devraient être achevés, y compris également la réouverture de la chaussée elle-même. Et Monsieur le directeur général nous confirme aujourd'hui que si nous maintenons ce rythme à la fin de cette année, on devrait être à au moins 90% pour finir
cette importante voie dans la capitale. Il faut noter que les travaux ont atteint une vitesse de croisière et devront s'achever dans quelques mois et cette importante chaussée sera ouverte au trafic de manière normale. La délégation syndicale des lignes aériennes congolaises dans tous ses états, après la décision du ministre des Transports qui a en 2012 dissous les lignes aériennes congolaises et proposé la création d'une nouvelle entreprise. Les syndicalistes appuyés par l'ONG La Voix des Sans-Voix exigent plutôt la relance des lacs. Mariam Boya pour le compte-rendu. Lac n'est pas un canard boiteux, mais un canard enchaîné. C'est par ce mot que le président du syndicat de la ligne aérienne congolaise décrit la situation qui prévaut dans cette entreprise. Selon lui, la compagnie aérienne nationale Ligne aérienne congolaise connaît de problèmes de volonté politique pour sa relance. Le président syndical affirme que Lac a aujourd'hui 52 ans d'existence et se trouve dans le lot de 19 entreprises transformées, mais chose étonnante, le gouvernement veut sa liquidation, bien que la dette n'atteint pas 120 millions de dollars. Ce qu'il faut pour relancer l'AC n'est pas compliqué, c'est la volonté politique tout simplement. Il y a des partenaires qui arrivent chaque jour, qui ne demandent que cette volonté politique et vous verrez que tout ira comme sur des roulettes. C'est depuis 2008 que le personnel de Lac lance son cri d'alarme. L'on se demande si le message arrive aux autorités compétentes. Au lieu de lui laisser la chance de parachever ce processus, on veut seulement sortir Lac de ce lot. Nous nous posons la question pourquoi. C'est ainsi que nous disons, c'est depuis tout le temps ils savent que Lac a toujours remboursé ses dettes. Pourquoi vouloir faire de Lac un canard enchaîné? Par ailleurs, le ministère de tutelle devra relancer cette compagnie d'aviation nationale. Le sentiment de révolte, d'amertume qu'éprouvent les agents de Lac appelle à une solution urgente. La Haute Cour militaire a examiné ce vendredi l'authenticité des documents déposés par la défense dans l'affaire du coup d'État monté et manqué de 1975. À cet effet, la défense sollicite de la Haute Cour militaire l'annulation de l'arrêt du Conseil national de guerre qui condamne le colonel Omba, ancien chargé de sécurité du MPR. C'était au cours d'une audience publique. Mariam Boya. L'affaire coup d'État monté et manqué de 1975 n'est toujours pas finie. La défense sollicite aujourd'hui de la Haute Cour militaire l'annulation de l'arrêt pris en son temps par le Conseil national de guerre qui avait condamné le colonel Omba Penedjunga, ancien chargé de sécurité de Marshal Mobutu, à la peine de mort pour haute trahison. Par manque d'archives capables d'étoffer le dossier, le ministère public s'est résolu de recourir aux travaux de la commission de la Conférence nationale souveraine sur ces dossiers. Est-ce que le déroulement du procès et les condamnations qui s'en suivent sont-elles ou sont-ils ceux qui se retrouvent dans le document nous présenté? C'est là la question. Et c'est pour cela que la Cour revient sur l'arrêt. C'est le fondement. L'audience est remise au 15 mai prochain, le temps de permettre au ministère public de réunir tous les éléments nécessaires pour soutenir son action. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à ce journal. J'aurai le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. Au revoir et surtout, portez-vous bien.